En quelques mois, l'or burkinabé change de camp et de fonction. Des contrats Mambi sont audités, une nationalisation partielle s'installe et 18 milliards de dollars de recettes sont annoncés alors que la production ne s'effondre pas, contrairement aux attentes initiales des marchés. Que signifie ce basculement pour vous alors que Ibrahim Traoré place la souveraineté économique au cœur du jeu? Un signal local ou le début d'un modèle observé bien au-delà du Burkina Faso? Cette séquence promet d'expliquer ce que change réellement la reprise de contrôle de l'or, au-delà des slogans et des peurs immédiates. Comprendre les chiffres pour juger les risques et opportunités réelles. L'enjeu est double. Mesurer si la hausse annoncée des recettes traduit un gain durable de souveraineté et évaluer le coût potentiel en termes d'investissement, de stabilité et de crédibilité internationale. Derrière les audits, la nationalisation partielle et la récupération d'arriérés fiscaux se joue un test de méthode. Un État peut-il corriger des déséquilibres anciens sans provoquer un choc économique brutal? Le débat ne se limite pas aux mines. Il touche à la capacité d'un pays à transformer une ressource stratégique en levier budgétaire, puis en service public visible, tout en restant inséré dans des circuits économiques contraints. Les critiques évoquent l'incertitude juridique et la fuite des capitaux. Les défenseurs répondent en cela par la stabilité de la production et la transparence accrue. La promesse ici est claire, suivre le fil des données pour comprendre où se situe réellement l'équilibre et pourquoi ce choix engage bien plus que le seul secteur minier. Un chiffre a surpris les observateurs, 18 milliards de dollars de recettes issues de l'or annoncées en une année. Dans le même temps, la production déclarée ne s'est pas effondrée, restant stable avant d'être revendiquée en hausse l'année suivante, à contre-courant des prévisions pessimistes. Cette mini-révélation sert de point d'entrée pour comprendre le basculement engagé sous Ibrahim Traoré. Pendant des décennies, l'or burkinabé suivait une trajectoire presque mécanique. Concessions attribuées à des entreprises étrangères, exportations massives, retombées locales limitées et dépendance persistante aux financements extérieurs. La souveraineté économique restait un principe abstrait, rarement mesuré par des lignes budgétaires et BD concrètes. La rupture n'a pas pris la forme d'une confrontation spectaculaire. Elle s'est opérée par une série de décisions administratives et comptables, souvent peu visibles, qui ont déplacé le centre de gravité du secteur minier. La nationalisation partielle des mines n'a pas signifié une fermeture aux acteurs extérieurs, mais une redéfinition des termes du contrat. L'État a accru sa part, imposé des audits systématiques et remis en question des mécanismes fiscaux jugés opaques. Ces audits ont mis en lumière des volumes sous-déclarés et des coûts artificiellement gonflés. Ils ont ouvert la voie à la récupération d'arriérés fiscaux, présentés comme la correction d'années de pertes. Dans cette logique, l'or cesse d'être seulement un produit d'exportation pour devenir un instrument de négociation et de souveraineté mesurable. Sous Ibrahim Traoré, la méthode est revendiquée comme une arithmétique souveraine. Comptez d'abord précisément, discutez ensuite des partenariats. Le contexte régional du Sahel rend cette stratégie plus risquée, mais aussi plus stratégique. Instabilité politique, pression sécuritaire et dépendance héritée amplifient les enjeux. La question dépasse donc le Burkina Faso. Elle interroge la capacité d'un État à reprendre la main sur un secteur clé sans provoquer un effondrement économique. Le point central reste ouvert. Ces chiffres marquent-ils un simple pic conjoncturel ou signalent-ils un changement durable du rapport de force? Avant, l'or sortait presque sans friction. Les contrats étaient en place, les volumes exportés régulièrement et les retombées publiques restaient limitées. Le secteur fonctionnait selon une logique éprouvée mais asymétrique, où la valeur quittait le territoire plus vite qu'elle n'y revenait. La souveraineté économique existait dans le discours, rarement dans les comptes. Puis vient le déclencheur. Une décision politique assume une rupture de méthode. La nationalisation partielle des principales mines d'or est annoncée, non comme une fermeture brutale, mais comme une reprise ciblée du contrôle. Sous Ibrahim Traoré, le message est précis. Il ne s'agit pas d'exclure les acteurs étrangers, mais de réécrire les règles. L'or doit cesser d'être uniquement un métal exporté et devenir un levier de souveraineté mesurable. Cette étape marque un changement de posture plus qu'un choc frontal.
L'activation se fait ensuite par des leviers techniques, des audits nationaux des concessions minières sont lancés, ils passent au crible les volumes déclarés, les coûts d'exploitation et les régimes fiscaux appliqués. Ce travail, discret mais systématique, révèle des écarts significatifs. Des sous-déclarations apparaissent, des charges sont jugées excessives et des impôts non acquittés sont identifiés. La réforme quitte alors le registre symbolique pour entrer dans celui de la comptabilité concrète. La montée en puissance est rapide. Les résultats des audits servent de base à la récupération d'arriérés fiscaux présentés comme cumulés sur plusieurs années. Cette récupération est mise en avant comme un gain immédiat pour l'État, sans modification brutale des opérations minières. Dans le même temps, le discours officiel insiste sur un point clé. Malgré les craintes, la production ne s'effondre pas. Elle reste stable, ce qui contredit les scénarios les plus alarmistes évoqués par certains observateurs. Le pic narratif arrive avec les chiffres. Les exportations d'or sont annoncées à 18 milliards de dollars sur une année. Ce montant est utilisé comme preuve que la reprise partielle du contrôle n'a pas tari les flux financiers. Il devient un signal adressé aux marchés et aux partenaires internationaux. Les critiques, cependant, ne tardent pas. Elles évoquent un risque de désinvestissement, une incertitude juridique accrue et une possible fuite des capitaux. Le débat se polarise. La réponse se construit dans la durée. Les autorités soulignent que la stabilité de la production constitue déjà un succès, compte tenu du contexte politique et sécuritaire. Elles avancent que la réforme repose sur une correction de méthode plutôt que sur une rupture économique. Sous Ibrahim Traoré, la souveraineté est présentée comme un processus graduel, fondé sur la vérification, la transparence et la renégociation, plutôt que sur la confrontation directe. Les répliques se font ensuite sentir. L'année suivante, la production est annoncée à 70 tonnes, soit une hausse de 21%. Ce chiffre est mobilisé pour contester l'idée d'un affaiblissement du secteur. Dans le même mouvement, la Banque centrale évoque une augmentation de 15% des investissements dans les infrastructures locales, reliant explicitement ces dépenses aux recettes minières récupérées. La réforme cherche ainsi à prouver sa capacité à produire des effets au-delà des mines. Enfin, l'onde dépasse les frontières. Le Mali et le Niger observent attentivement cette séquence. Le basculement burkinabé cesse d'être un cas isolé pour devenir un précédent potentiel. La question change d'échelle. Si l'or devient un levier politique, qui peut s'en inspirer et à quelles conditions? La base est connue, le delta est revendiqué. Avant la réforme, les recettes minières étaient jugées inférieures au potentiel réel du secteur. Après les audits et la nationalisation partielle, 18 milliards de dollars de recettes d'exportation sont annoncés sur une année. Ce basculement chiffré sert de point d'ancrage à l'argument central. Le changement ne viendrait pas d'un choc des cours mondiaux, mais d'une correction de méthode. Un premier indicateur concerne les recettes. Le montant de 18 milliards de dollars est présenté comme un niveau inédit pour le pays. Les autorités expliquent qu'il résulte d'une meilleure traçabilité des flux, de la révision contractuelle et de la récupération d'arriérés fiscaux accumulés sur plusieurs exercices. L'interprétation est précise. Compter différemment permettrait de capter une valeur auparavant perdue. Ce chiffre agit comme un signal politique autant qu'économique destiné à montrer que la reprise partielle du contrôle n'a pas tari les flux financiers. Il ne prouve pas à lui seul la durabilité du modèle, mais il marque un écart observable entre l'avant et l'après. Un deuxième indicateur concerne la production physique. La crainte initiale était celle d'un effondrement rapide de l'extraction après la nationalisation partielle. La base correspond à une production déclarée stable durant la première phase de la réforme. Le delta intervient l'année suivante, avec une production annoncée à 70 tonnes, soit une hausse de 20%. Cette progression est utilisée pour répondre aux critiques, évoquant un choc négatif sur l'activité. Les autorités soutiennent que cette augmentation ne reflète pas nécessairement une intensification brutale de l'extraction, mais une réduction des sous-déclarations et une supervision plus stricte des volumes de produits. L'argument est que la productivité apparente s'améliore lorsque la mesure devient plus rigoureuse.
Un troisième indicateur concerne l'allocation interne des ressources. L'allocation interne des ressources. Avant la réforme, le financement des infrastructures dépendait largement de l'aide extérieure. Le delta mis en avant est une augmentation de 15% des investissements dans les infrastructures locales annoncées par la Banque centrale. Ce pourcentage est présenté comme la traduction concrète des recettes minières récupérées. Santé, éducation et équipements publics sont cités comme cibles prioritaires. L'enjeu n'est pas seulement budgétaire, il est narratif. Il s'agit de montrer que l'or ne sort plus uniquement du territoire, mais qu'il circule désormais dans des circuits visibles pour la population. Pris séparément, ces chiffres restent discutables. Leur consolidation demandera du temps et leur interprétation dépendra de la transparence des données publiées. Pris ensemble, ils dessinent cependant une trajectoire cohérente, une base jugée insuffisante, des écarts mesurés et une tentative de réorientation des flux. Sous Ibrahim Traoré, ces indicateurs sont mobilisés comme preuve de méthode plutôt que comme promesse définitive. La crédibilité du modèle repose sur la répétition de ces écarts dans le temps. La question centrale demeure, ces deltas résisteront-ils aux pressions extérieures et aux contraintes internes ou ne constituent-ils qu'une fenêtre favorable liée à une phase de transition ? Les opposants au modèle avancent deux arguments principaux, formulés comme des avertissements structurants plutôt que comme de simples désaccords politiques. Le premier concerne l'investissement étranger. Selon cette lecture, la nationalisation partielle et la réécriture des contrats introduisent une incertitude juridique durable. Dans un secteur minier à forte intensité capitalistique, cette incertitude serait suffisante pour dissuader les multinationales, réduire les flux d'investissement directs et fragiliser l'économie nationale à moyen terme. Le raisonnement est linéaire. Moins de capitaux, moins de capacité d'extraction, donc moins de recettes futures, malgré un gain ponctuel lié aux arriérés fiscaux. Le second argument porte sur les capacités internes de l'État. Les critiques estiment que la gestion d'un secteur minier complexe exige des compétences techniques, juridiques et financières difficiles à consolider rapidement. Ils soulignent les risques de mauvaise allocation des ressources, de politisation des décisions et de corruption. Dans ce cadre, la reprise de contrôle pourrait créer plus de friction que de valeur, surtout dans un contexte sécuritaire tendu. La souveraineté économique serait alors un objectif légitime, mais prématuré, exposant le pays à des coûts supérieurs à ses bénéfices immédiats. Ces arguments sont cohérents et reposent sur des expériences observées ailleurs. Pourtant, la réponse avancée par les autorités s'appuie sur les données produites par la réforme elle-même. Sur l'investissement, le contre-argument est que la dépendance structurelle aux capitaux étrangers avait un coût caché. La récupération d'arriérés fiscaux et l'augmentation des recettes minières montrent qu'une part significative de la valeur échappait auparavant à l'État. Dans cette perspective, une baisse relative des investissements peut être compensée par une meilleure captation des flux existants, du moins à court et moyen terme. Sur les capacités internes, les audits servent de pivot. Leur mise en œuvre a permis d'identifier des sous-déclarations et des pratiques fiscales contestables, démontrant une capacité opérationnelle minimale. Mais l'argument est que la compétence ne précède pas toujours le contrôle, mais qu'elle peut se construire par son exercice. Sous Ibrahim Traoré, cette logique est présentée comme un apprentissage institutionnel, avec des risques assumés mais mesurés. Le débat ne se réduit donc pas à un choix entre efficacité et souveraineté. Il oppose deux conceptions du risque, celle d'une dépendance prolongée jugée coûteuse et celle d'une transition incertaine mais potentiellement structurante. La question reste ouverte et son arbitrage dépendra moins des intentions que de la répétition des résultats observables. À ce moment précis, le centre de gravité se déplace. Jusqu'ici, le débat portait sur des chiffres, des contrats et des audits. À mi-parcours, la réforme change de nature. Elle cesse d'être uniquement nationale pour devenir un signal régional. Ce glissement est discret, mais stratégique. Il repose sur l'idée qu'une souveraineté économique n'est crédible que si elle peut être observée, puis potentiellement reproduite, au-delà d'un seul pays. Sous Ibrahim Traoré, les résultats annoncés ne sont plus défendus comme des exceptions,
liés à une conjoncture favorable. Ils sont présentés comme une méthode cohérente: nationalisation partielle ciblée, audit systématique, récupération d'arriérés fiscaux et maintien de la production. L'enjeu n'est plus seulement de prouver que le modèle fonctionne ici, mais de suggérer qu'il pourrait fonctionner ailleurs dans des contextes comparables. Cette inflexion modifie aussi la perception extérieure. Les partenaires internationaux ne regardent plus uniquement le Burkina Faso, mais la possibilité d'un précédent. Dans le Sahel, où les économies minières partagent des structures proches, l'expérience commence à être observée comme une option politique crédible. Le Mali et le Niger sont régulièrement cités comme terrains d'écho potentiels, attentifs aux coûts et aux bénéfices du basculement burkinabé. À ce stade, la question devient géopolitique. Si l'or sert de levier, sa maîtrise ne redéfinit pas seulement des comptes nationaux, mais des rapports de force régionaux. Le pari est clair: transformer un signal local en référence observable. Les effets de cette politique ne se lisent pas de manière uniforme. Ils varient selon les acteurs concernés, et c'est dans cette diversité que se mesure sa portée réelle sous Ibrahim Traoré. Pour l'État, la première conséquence est budgétaire et symbolique. Les 18 milliards de dollars de recettes annoncées issues de l'or sont présentés comme un tournant dans la capacité de financement public. Elles permettent de réduire certaines contraintes immédiates, de renforcer la crédibilité de l'administration fiscale et de justifier une réorientation des priorités nationales. L'État se positionne comme un gestionnaire actif, capable de transformer une ressource stratégique en instrument de politique publique. Cette posture accroît son autorité interne, mais elle augmente aussi les attentes. Des recettes élevées appellent des résultats visibles et mesurables dans le temps. Pour les entreprises, l'impact est plus contrasté. Les multinationales minières opèrent désormais dans un cadre plus exigeant, marqué par des audits systématiques et une redéfinition des règles contractuelles. Certaines perçoivent cette évolution comme une source d'incertitude, d'autres comme une clarification tardive. En parallèle d'Okenanoa, des acteurs économiques, locaux et régionaux bénéficient d'un espace accru. Des entreprises longtemps marginalisées sont mises en avant comme partenaires de potentiel dans une logique de rééquilibrage progressif. Cette recomposition ne signifie pas l'exclusion du capital étranger, mais une redistribution des marges de manœuvre et des obligations de transparence. Pour les citoyens, les conséquences sont moins immédiates, mais potentiellement plus déterminantes. Les autorités relient explicitement la récupération d'arriérés fiscaux et l'augmentation des recettes minières au financement de services publics. Santé, éducation et infrastructures sont régulièrement cités comme priorités. Dans certaines zones rurales, des projets miniers de plus petite échelle soutenus par l'État sont associés à la création d'emplois et à une dynamisation locale. Ces effets restent inégaux et dépendant de la capacité administrative à transformer des flux financiers en amélioration tangible du quotidien. Pour la région, enfin, l'impact dépasse le cadre strictement économique. Le Burkina Faso devient un point de référence dans un Sahel en quête de modèles alternatifs. Le Mali et le Niger observent attentivement cette expérience, y voyant la possibilité d'une reprise collective du contrôle des ressources naturelles. Cette dynamique nourrit une logique d'émulation, mais aussi de tension. Si plusieurs pays adoptent des stratégies similaires, les relations avec les partenaires traditionnels et les institutions internationales pourraient être redéfinies à l'échelle régionale. Sous Ibrahim Traoré, ces conséquences sont intégrées dans un récit cohérent. L'or n'est plus seulement une source de revenus, mais un vecteur de recomposition sociale, économique et politique. La réforme est présentée comme un test de crédibilité dont les effets doivent s'inscrire dans la durée. La question centrale demeure cependant entière. Ces bénéfices différenciés peuvent-ils s'amplifier sans créer de nouveaux déséquilibres internes ou externes? À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent, chacune dépendant d'enchaînements précis plutôt que de promesses abstraites. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir. Ils cadrent les conditions sous lesquelles la réforme peut tenir, s'étendre ou se fragiliser sous Ibrahim Traoré. Dans un scénario de base, la dynamique se stabilise. Les mécanismes d'audit
et de contrôle se poursuivent sans accélération majeure. Les recettes issues de l'or restent élevées, mais sans nouveaux pics spectaculaires, tandis que la production se maintient autour des niveaux annoncés. Les relations avec les investisseurs étrangers demeurent prudentes, parfois tendues, mais fonctionnelles. Dans ce cadre, l'État consolide ses outils administratifs sans transformer en profondeur la structure économique. Si la gouvernance reste cohérente et si les pressions extérieures sont contenues, la réforme s'installe comme un nouvel équilibre, ni triomphal ni déstabilisant. Un scénario plus optimiste repose sur une extension maîtrisée. Si les chiffres gagnent en crédibilité et si la transparence s'améliore, la souveraineté économique peut devenir un facteur d'attractivité plutôt qu'un motif de méfiance. Les recettes minières renforcent davantage le financement des infrastructures et stimulent des investissements locaux et régionaux. Dans cette hypothèse, les partenariats se diversifient et le poids des acteurs régionaux augmente. Si des pays voisins s'engagent dans des démarches similaires, une dynamique collective peut émerger au Sahel, renforçant le pouvoir de négociation face aux partenaires extérieurs. Cette trajectoire suppose une condition clé: transformer les flux financiers en résultats visibles et durables pour la population. Un scénario plus pessimiste met l'accent sur les tensions. Si les pressions géopolitiques s'intensifient ou si des mesures de rétorsion apparaissent, le pays peut faire face à un isolement progressif. La baisse des investissements et les contraintes logistiques pèseraient alors sur la production et sur les finances publiques. Les recettes exceptionnelles deviendraient difficiles à maintenir, et la réforme serait accusée d'avoir accru la vulnérabilité économique. Si ce contexte se prolonge, la tentation d'un ajustement rapide, voire d'un recul partiel, pourrait émerger. La recommandation centrale est intellectuelle avant d'être technique. Penser en conditions plutôt qu'en certitude permet de mesurer les marges de manœuvre réelles. Si les leviers internes sont consolidés et si les alliances régionales se renforcent, la trajectoire peut rester ascendante. Sinon, le coût de la souveraineté pourrait s'alourdir plus vite que prévu. À ce stade, la réforme cesse d'être un débat macroéconomique et commence à toucher des cercles précis de la société, chacun avec des attentes différentes et des marges de manœuvre inégales. C'est dans ces écarts de perception que se joue une partie de sa crédibilité. Pour un premier groupe, notamment les travailleurs des zones rurales liées à l'exploitation minière, l'enjeu principal reste l'emploi et la stabilité des revenus. Les projets soutenus par l'État et la mise en avant d'acteurs locaux sont présentés comme des opportunités nouvelles. Ils promettent une circulation plus directe de la valeur créée sur place. Toutefois, ces perspectives demeurent fragiles, dépendantes de la continuité des financements publics, de la sécurité locale et de la capacité à maintenir l'activité sur la durée. Pour un second groupe, composé d'entrepreneurs, de cadres et d'agents du secteur public, la réforme se lie avant tout à travers les règles du jeu. Les audits systématiques et la clarification des cadres fiscaux modifient des pratiques installées depuis longtemps. Certains y voient une contrainte supplémentaire, d'autres une chance d'évoluer dans un environnement plus lisible. Dans ce registre, la prévisibilité devient centrale. Si les règles sont appliquées de manière cohérente, la confiance peut progressivement remplacer la méfiance. Pour un troisième groupe, plus large, celui des citoyens urbains et des jeunes, l'impact est d'abord symbolique. La reprise du contrôle des ressources nourrit une attente de justice économique et de redistribution. L'or devient un marqueur de dignité nationale. Mais cette dimension symbolique appelle des preuves concrètes. Sans amélioration perceptible des services publics et des conditions de vie, le récit risque de perdre en force. À l'échelle individuelle, l'espace d'action reste limité mais réel. S'informer, suivre l'usage des recettes publiques et soutenir des initiatives locales constituent des leviers modestes mais cumulables. La réforme n'impose pas une adhésion totale, elle invite à une vigilance active. La question sous-jacente est simple. Ces changements se traduiront-ils durablement dans le quotidien ou resteront-ils confinés aux chiffres et aux discours ? Pour que la réforme dépasse le stade de l'impulsion politique, une séquence opérationnelle claire est mise en avant
articulée autour de responsabilités identifiées et d'indicateurs mesurables. L'objectif est de transformer une rupture de méthode en normes administratives durables sous Ibrahim Traoré. D'abord, il s'agit de consolider le contrôle. Les audits miniers doivent devenir réguliers et prévisibles avec des équipes dédiées et des calendriers publics. Il ne s'agit plus de corriger ponctuellement, mais de prévenir. Le critère d'évaluation est simple. Détecter plutôt les écarts fiscaux et réduire leur ampleur au fil du temps. La transparence procédurale devient ici un instrument de crédibilité. Ensuite, il faut sécuriser l'allocation des revenus. Les recettes issues de l'or sont censées être fléchées vers des postes identifiés, notamment la santé, l'éducation et les infrastructures. Cette phase suppose des mécanismes de suivi budgétaire lisibles, appuyés par des rapports périodiques accessibles. La mesure du succès ne repose pas uniquement sur les montants collectés, mais sur la traçabilité entre recettes minières et projets effectivement financés. Puis vient le renforcement des capacités internes. La gestion d'un secteur minier complexe exige des compétences juridiques, financières et techniques. Le plan prévoit la formation d'agents publics, la stabilisation des équipes et la capitalisation des savoir-faire issus des audits. L'indicateur clé est la continuité institutionnelle avec moins de ruptures et une montée progressive en expertise locale. Dans le même mouvement, l'État cherche à élargir le cercle des partenaires. Sans renoncer au contrôle, il veut diversifier ses alliances en donnant davantage de place aux acteurs régionaux et locaux. Cette ouverture encadrée vise à réduire la dépendance à un nombre limité d'interlocuteurs et à renforcer la résilience du secteur. Enfin, il s'agit d'inscrire la réforme dans le temps politique. Sous Ibrahim Traoré, la durabilité dépend de la capacité à faire survivre ces règles aux pressions conjoncturelles. Si les procédures deviennent routinières, la souveraineté cesse d'être un slogan et s'installe comme une pratique mesurable. La boucle se referme là où tout avait commencé, loin des tableaux financiers et des déclarations publiques. Sur le terrain, dans ces concessions longtemps perçues comme abstraites, la réforme prend un visage concret. Ce sont des audits menés, des chiffres recomptés, des projets locaux mis en avant. Le motif revient. Rendre visible ce qui était invisible, mesurable ce qui restait hors bilan. Sous Ibrahim Traoré, cette transformation n'est pas racontée comme une victoire définitive, mais comme un déplacement du regard. L'or n'est plus seulement évalué à l'exportation. Il est intégré dans un récit de capacité d'action et de dignité économique. Les chiffres impressionnent, mais ils ne suffisent pas. Leur valeur dépend de leur répétition, de leur cohérence et de leur traduction en pratiques durables. L'émotion naît précisément de cette tension. D'un côté, l'espoir d'un État qui reprend la main sur un secteur stratégique. De l'autre, la conscience aiguë de la fragilité de cette reprise, exposée aux pressions extérieures et aux limites internes. Rien n'est présenté comme irréversible, la réforme est décrite comme une construction progressive, exigeant rigueur et continuité. La phrase qui s'impose alors est simple, presque austère: la souveraineté ne se décrète pas, elle se vérifie. C'est dans cette vérification quotidienne que se joue la crédibilité du projet porté sous Ibrahim Traoré, bien au-delà des effets d'annonce. Cette trajectoire n'appelle pas une adhésion automatique, mais une attention soutenue. Elle invite à observer comment une ressource stratégique est redéfinie et à quelles conditions cette redéfinition peut réellement servir l'intérêt collectif. Le cas burkinabé dépasse les mines et les contrats. Il touche à la manière dont une société juge la légitimité de ses choix économiques et la patience qu'elle accorde aux transformations profondes. Sous Ibrahim Traoré, l'or devient un révélateur. Il met en lumière les tensions entre souveraineté et interdépendance, entre volonté politique et contraintes extérieures. Suivre cette expérience, c'est accepter une part d'incertitude, mais aussi reconnaître qu'elle éclaire des dilemmes partagés par de nombreux pays riches en ressources naturelles. L'enjeu, pour les observateurs comme pour les citoyens concernés, n'est pas de trancher trop vite. Il est de rester attentif aux signaux concrets. La transparence réelle des procédures, l'usage effectif des recettes publiques, les effets perceptibles sur le quotidien. Ces éléments comptent plus que les discours, car ils déterminent la durée et la cohérence du modèle.
La discussion ne se ferme pas ici, elle commence à peine à mesure que les chiffres se confirment ou se démentent. Selon vous, un tel modèle peut-il s'inscrire dans le temps sans perdre l'équilibre qu'il cherche à construire ?